D'accord, donc je suis très heureuse d'introduire cette avant-dernière séance. Enfin, c'est la dernière session en fait, mais disons qui va être en deux temps. D'abord, donc nous allons écouter une intervention de Elvan Zabounian, et dans un deuxième temps, nous aurons donc une discussion entre Jean-Claude Carpanin-Marimoutou et Florence Duchemin-Pelletier. Et donc cette avant-dernière séance rassemble deux interventions sur des espaces océaniques, l'un appartenant à l'espace India-océanique, que nous allons voir donc dans le second temps, et l'autre appartenant à ce que Paul Gilroy a appelé The Black Atlantic, l'Atlantique noir. Et c'est une façon en fait d'envisager l'océan Atlantique comme un continent en négatif, où des formations culturelles transnationales se sont constituées dans et par le sillage de la traite négrière. Cet espace de l'océan n'est pas pensé donc comme un espace interstitiel entre des continents, mais comme un espace culturel à part entière. Et je voudrais revenir à Glissant ici, qui a été évoqué hier, un peu comme une figure non pas tutélaire de tout ce qui s'est passé ici au niveau des questions de mondialisation dans le programme de Zaya. Mais en tout cas, je voulais revenir à Glissant, qui, lui, ne se déclarait pas atlanticiste, ni continental, comme il le disait, mais pensait plutôt la question de l'archipélisation, de la déportation des Africains. Et cette question de l'archipélisation amène la question de la dispersion et la difficulté en fait à penser en termes d'unité. Et du coup, j'étais assez intéressée que le titre de ton intervention, Elvan, commence par la question de l'unité, The Unity is Submarine, et qui m'a amenée en fait à me demander si est-ce que effectivement est-ce que les revues, donc dans le contexte de la Jamaïque, mais aussi on verra après dans le contexte de la Réunion, pouvaient en fait générer ou pas du coup cette unité, cette cohésion en termes culturels et politiques. Donc je vais introduire Elvan, qui va ensuite prendre la parole. Et donc Elvan est professeure à l'université de Rennes 2. Elle est historienne de l'art et critique d'art. Travaille depuis plus de 20 ans, on peut dire maintenant, sur les questions problématiques raciales et féministes au XXe et XXIe siècle. A notamment publié un ouvrage très important qui retrace en fait une histoire de l'art africain-américain. Et le travail qu'elle va présenter ici s'inscrit aussi dans la lignée d'un nouveau travail, enfin nouveau, en tout cas en continuité de ce travail-là sur la question de l'art africain-américain, autour de la question en fait de l'héritage de l'esclavage. Et donc ça découle en fait d'une invitation qui lui avait été faite à parler dans un colloque à Oxford en 2013, qui a ensuite suscité notamment des recherches en Martinique et un cycle de conférences au CREDAC en 2014 qui s'intitulait « Une autre histoire, penser l'art contemporain à travers la mémoire de l'esclavage », et qui s'attachait en fait donc aux États-Unis et aux Caraïbes de 1848 à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, Elvan va parler plutôt d'une période plus contemporaine que 1848, même si c'est dans l'héritage aussi de cela, mais dans le contexte donc de la Jamaïque, avec un journal, un magazine qui s'appelle Savaku, A Journal of the Caribbean Artist Movement, et aborder donc plutôt cette question. Je ne sais pas si c'est plus cette question, mais en tout cas la question du passage de la langue parlée, du rapport à l'oralité dans le texte. J'imagine que c'est un des points que tu vas aborder. Donc je te laisse la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup Marie-Laure. Je voudrais d'abord évidemment remercier Zaya Ramani et Florence Duchemin-Pelletier de cette invitation. Je suis ravie aussi de retrouver certaines personnes que j'apprécie beaucoup, à la fois humainement et
intellectuellement, et également remercier évidemment parmi ces personnes qui font partie du comité scientifique qui est à l'origine en fait de ce projet qui me semble extrêmement important et qui est d'ailleurs à l'origine aussi de cette envie de travailler sur cette revue. Donc c'est plutôt bien, puisque s'il n'y avait pas eu peut-être ce programme, je n'aurais pas approfondi ce travail autour de cette revue. Donc le premier numéro de la revue Savaku, sous-titré, comme Marie-Laure vient de le dire, Journal of the Caribbean Artist Movement, est publié en juin 1970 à Kingston, en Jamaïque, avec en couverture un dessin, un graphisme réalisé par l'artiste Pat Bishop. La revue est hébergée par Mona, la University of West Indies, en Jamaïque, et le mouvement des artistes caribéens est lui fondé en 1966 à Londres et s'appuie sur l'histoire révélant les transformations majeures de la société de cette époque. Les bornes chronologiques du Caribbean Artist Movement, dit aussi CAM pour CAM, propose une durée de 4 années entre 1966 et 1972, mais on comprend à la lecture des différents articles et recensions que ce qui a dans la revue, mais aussi en dehors de la revue, que ce qui a été alors initié provoque une véritable révolution de la pensée et des arts dans une perspective collective où la migration, le déplacement culturel, les luttes pour l'indépendance et les allers-retours entre les Antilles. Alors j'ai choisi ici de traduire, peut-être des meilleurs spécialistes dans la salle pourront effectivement corriger, mais j'ai choisi de traduire parfois West Indies par les Antilles britanniques ou les Caraïbes ou la Caraïbe, et sans tenir compte nécessairement de l'usage terminologique retenu quand est évoquée cette région d'un point de vue géographique ou politique. Donc les allers-retours entre les Antilles et la Grande-Bretagne produisent des interactions intellectuelles et culturelles uniques dans un contexte qui anticipe et suit le British Nationality Act de 1948, qui accordant la nationalité britannique à tous les habitants du Commonwealth, incluant les Antilles britanniques. On connaît l'histoire des migrations massives qui, pour des raisons majoritairement économiques, ou dans le cas des intellectuels, universitaires ou artistes, des raisons académiques et structurelles, ont déplacé des centaines de milliers de personnes vers la Grande-Bretagne, avec notamment la mise en place d'une compagnie maritime, le Empire Windrush, qui permettait de traverser gratuitement l'Atlantique. Les années 1940 et 1950 marquent l'histoire culturelle des échanges entre celles et ceux qui vivent et travaillent à Londres et celles et ceux qui sont restés dans les Caraïbes. Alors que l'artiste Robert Moody, qui est né en 1900 à Kingston et qui est mort en 1984 à Londres, alors juste une petite parenthèse, j'ai beaucoup cette question d'unité, j'y reviendrai. À chaque fois, en fait, en donnant les dates de naissance ou les lieux de naissance et de mort, en fait, de ces auteurs et artistes, ça permet de voir effectivement comment ces déplacements entre les différentes îles et la Grande-Bretagne permet de créer cette unité au lieu de cette séparation. Robert Moody, donc, qui est un artiste important, qui émigre en 1923, et C.L.R. James, sur lequel je reviendrai, qui arrive de Trinidad en 1932. Un nombre important d'intellectuels et d'artistes forment à Londres, en particulier, une communauté particulièrement active, dont font partie les écrivains, les historiens, les poètes, dont je vais vous parler, et dont on trouve les contributions dans Savaku. L'engagement de cette communauté artistique et littéraire va croissante au fur et à mesure qu'elle subit le racisme le plus cinglant dans une société britannique dont le passé colonial et esclavagiste récent continue de reproduire les schémas discriminatoires les plus hiérarchisés. Il faut savoir que Londres, et de façon plus générale l'Angleterre, est à cette époque une plateforme extrêmement active pour les luttes anticoloniales et les mouvements des droits civiques qui prennent corps grâce aux actions de la diaspora caribéenne
dont le Caribbean Artist Movement fait d'une certaine façon partie. Martin Luther King et Malcolm X sont tous deux à Londres en 1964, à quelques mois de différence, pour prendre le pouls d'une situation dont ils souhaitent rapporter quelques modèles aux États-Unis. En 1960, Stuart Hall, arrivé de la Jamaïque en 1951, est le premier rédacteur en chef de la New Left Review, qui annonce et énonce les différents croisements avec ce que seront très peu de temps après les débuts des Cultural Studies, dont le département Center for Contemporary Cultural Studies ouvre à l'université de Birmingham en 1964, lui-même porté par les propositions théoriques sur les médias que Hall et Raymond Williams formulaient déjà quand ils émettaient des critiques frontales dans la façon dont les populations immigrées, rassemblées sous le terme de « black », étaient représentées par les masses médias. Et ce point sera aussi discuté dans mon papier, notamment à partir d'un texte de Stuart Hall paru dans Savaku en 1974, dans le numéro 9-10, dont la thématique est « Writing Away from Home ». Je reviendrai aussi sur cette notion de « home », maison, comme fondement de la réflexion diasporique. Ce sont les mêmes écrivains, à l'initiative du Caribbean Artist Movement en 1966, Edward Camo Brathwaite, John LaRose et Andrew Salke, qui vont, à partir de performances, de lectures, de réalisations de documentaires, articuler étroitement l'engagement politique et la réflexion comme une volonté de créer une spécificité caribéenne qui renoue avec une généalogie des origines et propose de créer aussi, dans ce contexte, un réseau de diffusion qui passe par exemple par la radio. Cet engagement politique est influent et ce sont les médias alternatifs qui relaient les informations qui très souvent traversent l'Atlantique et irriguent les discussions aux États-Unis en servant de base méthodologique et structurelle à certaines formations étudiantes, artistiques ou universitaires. Néanmoins, l'idée de la revue Savaku ne naît pas en Angleterre, mais en Jamaïque, quand Edward Camo Brathwaite y retourne pour enseigner. C'est là, comme je l'ai dit au début, que Savaku est fondé en 1970. Le titre que j'ai souhaité donner à cette présentation est pris de ce texte de Camo Brathwaite que vous avez sur l'écran, publié dans le numéro 11-12 en septembre 1975. Sous la forme d'un poème en prose, l'auteur propose une idée allégorique du déplacement diasporique, tout en rappelant par des mots précis toute la force de la poésie quand il s'agit de renvoyer à des événements de l'histoire, du déracinement, de l'esclavage et de la colonisation, à travers des références à des phénomènes naturels et climatiques qui condensent les forces évocatives. Archipelago, fragments, a geological plate being crushed by the Pacific's curve, cracking open Yucatan, the Arctic North American monolith, hence Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, continental outriders and the dust of the Bahamas, Atlantic Africa pushing up the beaches of our eastern seawards. The history reflects the pressure and passage of lava, storm, stone, earthquake, crack, coral, their rise and fall of landscapes, destructions, lost memories, Atlantis, Atahualpa, Ashanti, creations, fragments. The unity is submarine. Breathing air, the societies were successively Amerindian, European, Creole, the Amerindian several, the European various, the Creole plural. Ce vers de Brathwaite, The Unity is Submarine, est en lien avec l'imaginaire de la mer que beaucoup d'auteurs caribéens se sont appropriés pour le rendre encore plus singulier et habité. Marie-Laure en a parlé, je pense bien entendu à Édouard Glissant, avec par exemple les poèmes réunis dans un champ d'île en 1953 ou dans La Terre inquiète en 1954, deux ouvrages dont il est question précisément dans le même numéro de septembre 1975 de Savaku. Je pense aussi évidemment au poème de Sea is History,
que Derek Walcott, originaire de Sainte-Lucie, publie dans un recueil en 1979. Quand on lit les mots de Brathwaite, on saisit à quel point ils deviennent des images mentales qui s'ancrent dans l'esprit et vivent dans la mobilité des formes et des forces qu'elles produisent. The unity is submarine, breathing air, the societies were successively Amerindian, European Creole, the Amerindian several, the European various, the Creole plural. L'unité est sous-marine, respirant l'air, les sociétés étaient successivement amérindiennes, européennes, créoles, les Amérindiens plusieurs, les Européens variés, les créoles pluriels. Donc on est dans une réflexion aussi sur cette notion de pluralité et des variations lexicales qui peuvent en découler. L'un des ouvrages publiés aussi en 1970 et qui reste encore aujourd'hui pour les spécialistes de la Jamaïque une référence majeure est celui de Rex Nettlefix, célèbre historien jamaïcain qui a posé avec ce livre pour la première fois les bases d'une réflexion sur l'articulation Identity Race Protest dans un pays devenu indépendant 8 ans auparavant, le 6 août 1962. Mirror est conçu de façon à décrire et à révéler les différentes étapes de l'émancipation politique et culturelle de la Jamaïque. Il évoque aussi la rencontre dans le contexte caribéen de nombreuses identités en plus de la descendance africaine majoritaire. Ce qui est important avec tout cela, écrit l'auteur dans son premier chapitre intitulé National Identity, est que le Jamaïcain à la peau noire sent qu'il doit avancer sur le même sol que ses compatriotes brown, marron, chinois et blanc. Dans la plupart des cas, il doit travailler 2 fois plus en raison du handicap d'avoir été pendant tellement d'années à la base de la pyramide sociale. Psychologiquement, il ne possède pas de mémoire réelle de grandes réalisations culturelles comme ses compatriotes européens, chinois ou indiens. De tous ces groupes, les Africains sont ceux qui sont arrivés dans le Nouveau Monde seuls et non en faisant partie d'une collectivité maintenant une forte identité à travers la religion commune ou une activité qui serait reconnaissable à travers les siècles par des traditions. La réponse évidente pour les Africains et les Jamaïcains noirs est de puiser leur conscience raciale dans de plus vastes, de plus grandes aspirations qui peuvent être apportées par l'éducation ou d'autres moyens de se rendre économiquement visibles. En Jamaïque, dit-il, une page plus loin, les Noirs ne sont pas considérés comme des symboles désirables de l'identité nationale. Le fait est que nous sommes toujours esclaves de la structure sociale née avec le système des plantations, dans lequel les Africains, incluant les traits africains, ont été dévalués, alors que la primauté est toujours accordée aux valeurs européennes dans le schéma des choses. Pour illustrer ces propos, j'aimerais vous présenter 2-3 minutes d'un reportage de la BBC diffusé en 1968 et montrant la communauté jamaïcaine de Bristol, avec notamment la musique comme élément fédérateur. Ici, le ska. Les commentaires du journaliste indiquent sans détour la réalité des propos de Nettlefix, mais le cynisme qui en ressort permet de comprendre pourquoi, pour les penseurs et artistes caribéens, il a été nécessaire de s'échapper de ce déterminisme où, et vous l'entendrez, comme le dit le journaliste, la seule référence culturelle pour cette population est la culture britannique, puisque, on le comprend bien d'après ce qu'il dit, pas d'autre choix de référence n'est possible. Et ça, c'est un point, donc peut-être qu'on pourra en rediscuter, mais qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que toutes les communautés présentes dans les Caraïbes, autres que les communautés de descendance africaine, peuvent avoir une référence à un pays, mais pas la communauté, disons, noire, qui, elle, était liée à un déracinement en raison de l'esclavage. Short
youth clubs, but these will not help to blunt the immigrant teenagers' sense of shock. In school, they were treated equally. Suddenly, in adolescence, they encounter prejudice. Coloured school leavers from St. Paul's have to try for more than twice as many jobs as their white counterparts. The new race relations bill may help them, but in spite of it, they know that the better the post, the greater will be the resistance. West Indians come from a multiracial society, yet one in which the way of life has been strongly influenced by the English. When Indians and Pakistanis meet prejudice, they can find support in their own cultures. But the West Indians can't turn their backs on the English culture, because it's one they have absorbed, enlivened, and made their own. The St. Paul's Festival. Évidemment, donc bon, on y reviendra peut-être après. Et donc sur cette page, en fait, qui est l'une des pages dans Savaku, on lit un poème assez significatif qui dit « See me, look, I am here, I am here, I am here ». Le « ici » de « here » peut aussi être lu et compris par l'union qui doit découler de cet engagement culturel collectif. On comprend que les initiatives des artistes et intellectuels partent de ce principe fédérateur où toutes les origines caribéennes anglophones, jamaïcaines, trinidadiennes, guyanaises, sainte-luciennes, même si évidemment toute l'histoire de ces îles est aussi chargée de colonisations multiples, aussi bien parfois françaises que hollandaises, etc., pour ne citer qu'elles, interroge la descendance africaine qui s'énonce à l'aube du XXe siècle avec le panafricanisme et un hommage constant à la révolution haïtienne. Appliquée au contexte artistique, cette réunion des forces produit elle aussi une révolution dans la conscience de cette appartenance à créer pour contrer le racisme des sociétés issues du système des plantations. Sur l'image que vous avez, donc c'est un texte de Marina Maxwell qui s'intitule Towards Revolutionary in the Arts, et j'ai retenu en particulier une citation qui dit, donc je la donne en français, « Nos origines sont étouffées dans le sang, c'est à nos poètes de les pousser à parler », dit Derek Walcott. Je pense que c'est un temps de sérieuse provocation dans les arts de la Caraïbe. Une nouvelle époque est en train d'émerger. C'est excitant, c'est le chemin de la maison. Alors évidemment, It's the way home, le chemin de la maison, j'ai traduit comme j'ai pu, mais It's the way home, c'est plus significatif, mais c'est intéressant aussi de garder la fonction ou l'image de la maison. Évidemment, là, Marina Maxwell parle de cette question de la révolution dans les arts en citant aussi un poète. Donc cette imbrication en fait entre les différentes pratiques artistiques avec la poésie et la littérature comme espace fédérateur est effectivement à retenir dans la revue. C'est en s'installant en Jamaïque en 1969 que Brathwaite, qui est né en 1930 dans la Barbade, prend l'initiative de créer Savaku. Le premier numéro est consacré à l'esclavage. The Way Home, c'est le retour vers les origines des Africains esclavagisés. L'introduction de ce numéro est celle d'une grande figure caribéenne, Elsa Gouveia, qui est née en Guyane britannique en 1925 et qui est la première femme à obtenir prix et récompenses pour ses travaux sur l'histoire des Antilles au XIXe siècle. Dans cette introduction, elle écrit, je la cite, et vous avez l'image sur l'écran, « Le terme de société esclavagiste peut être utilisé soit pour décrire une société exclusivement composée d'esclaves, africains et créoles vivant aux Antilles ou ailleurs, mais plus généralement, il s'agit d'une société entière basée sur l'esclavage, incluant les maîtres et les hommes libres, ainsi que les esclaves. Le second usage est celui qui semble le plus adapté à la conception qui se trouve derrière le présent numéro de Savaku, qui discute
non seulement les esclaves, mais d'autres éléments de la société dans son ensemble de laquelle il et elle faisaient partie. Elsa Gouveia, qui va donc introduire et qui, comme je le disais, est une très grande référence pour la pensée jamaïcaine, une grande figure intellectuelle, va aussi écrire cet ouvrage « A Study of the Historiography of the British West Indies to the End of the 19th Century » en 1956, pour lequel elle obtiendra un prix. Elle va aussi s'appuyer sur d'autres chercheurs intellectuels et universitaires, et en particulier sur les écrits de James, et avec son fameux ouvrage de Black Jacobin, qui reste dans tous les numéros de la revue et au-delà, comme une référence première. James est aussi celui qui a ouvert la recherche sur le panafricanisme, proposant pour la première fois une épistémologie nouvelle. En plus de la référence à James, dans l'introduction de Gouveia, on trouve dans le sommaire, justement, de ce premier numéro, un autre texte sur James, écrit par un grand politologue longtemps engagé dans les luttes des non-alignés, qui a étudié au Sri Lanka, Archie Singham, qui est né en 1933 en Guyane britannique, de parents sri-lankais. Et lui propose un article intitulé « C.L.R. James on the Black Jacobin and the Revolution in San Domingo ». Et j'ai repris une citation effectivement de ce texte où il dit « La société de la plantation n'est pas une communauté, elle est plus comme un camp de détention où plusieurs personnes et groupes sont forcés à cohabiter mais sont hostiles les uns aux autres ». Dans cet article, Singham explique aussi le caractère particulier de la personnalité de James, qui a écrit ce livre en 1938, en étant complètement libre et sans affiliation universitaire aucune, ou même de bourse académique. Pour Singham, dans cette optique effectivement politique, c'est une liberté qui est un élément clé pour permettre une analyse émancipée de ce qui a produit la détonation de la révolution conduite par Toussaint Louverture. Et c'est un élément, et ça c'est aussi une parenthèse, mais c'est un élément important de voir que écrire une histoire de cette période et de ces révolutions, sans être affilié à une université en particulier, c'est effectivement un signe de liberté. On va trouver dans ce premier numéro de la revue, donc sur l'esclavage, donc cette volonté où en retournant en Jamaïque et en proposant une revue sur les pratiques artistiques et littéraires contemporaines, cette nécessité de repartir vers la période de l'esclavage comme une manière aussi de poser le présent. Ce rapport effectivement aux ancêtres, et là ou ici un poème effectivement qui s'appelle Ancestral Poem, comment cet héritage en fait de la pensée, comment le moment de l'esclavage va être celui qui va continuer d'une certaine façon à nourrir une réflexion à la fois politique, littéraire et artistique. Il y a aussi de façon récurrente le middle passage, le passage du milieu, et cette unité sous-marine suggérée par Brathwaite prend son point de départ dans ce passage du milieu, thème lui aussi donc comme récurrent de la référence mémorielle, en pensant aux milliers de traversées de l'Atlantique par les Africains prisonniers pendant 3 siècles. Cette traversée est aussi représentée par la figure de Calypso, qui, dans la mythologie grecque, est la nymphe de la mer, et que Homère choisit comme modèle central pour son récit d'Ulysse, qui aurait passé cette année auprès d'elle lors de son périple en mer d'Égée. Derek Walcott, dans Homéros, transpose la mer Égée dans la mer des Caraïbes, alors que Calypso existe déjà comme une forme musicale et poétique, fédératrice, encore une fois, comme en témoigne le poème de Brathwaite, écrit et dit en 1968, dont je vous passe un petit extrait. Part 3, Islands and Exiles. Calypso.
The stone had skidded, arced and bloomed into islands, Cuba and San Domingo, Jamaica, Puerto Rico, Grenada, Guadeloupe, Bonaire. Curved stone hissed into reef, wave teeth fanged into clay, white splash flashed into spray, Bathsheba, Montego Bay, bloom of the arcing summers. The islands roared into green plantations ruled by silver sugar cane. Sweat and profit, cutlass profit, islands ruled by sugar cane. And of course it was a wonderful time, a profitable, hospitable, well worth your time, when captains carried receipts for rices, letters, spices, wigs, opera glasses, swaggering asses, debtors, vices, pigs. Oh, it was a wonderful time, an elegant, benevolent, redolent time. And young Mrs. P's quick, irrelevant crime at 4 o'clock in the morning. Petit extrait que je vous présente aussi pour que vous puissiez voir Brathwaite disant le poème, parce que je pense que c'est important aussi de le voir. C'est le seul dont j'ai pas d'image, mais là c'est la lecture orale. Grenada, Guadeloupe, Bonaire. Curved stone hissed into reef, wave teeth fanged into clay, white splash flashed into spray, Bathsheba, Montego Bay, bloom of the arcing summers. That's me, that was the trigger. That is the beginning of my poetry. Having discovered that, I was able to continue writing more and more. Ruled by silver sugar cane, sweat and profit, cutlass profit, islands ruled by sugar cane. And of course it was a wonderful time, a profitable, hospitable, well worth your time, when captains carried receipts for rices, letters, spices, wigs, opera glasses, swaggering asses, debtors, vices, pigs. Oh, it was a wonderful time, an elegant, benevolent, redolent time, and young Mrs. P's quick, irrelevant crime at 4 o'clock in the morning. J'arrête au même moment les deux, puis vous pouvez les retrouver de toute façon en ligne. Je souhaiterais à présent, donc dans un rythme peut-être un peu plus soutenu, parce que je sais que l'heure tourne, vous présenter quelques pages de la revue et notamment souligner la forme des contributions et des sujets autour des questions centrales pour penser la culture et la littérature caribéenne, avec notamment des numéros qui vont choisir des thématiques qui se complètent. Le numéro 2 retranscrit les actes du premier colloque du Caribbean Artist Movement, des documents internes à l'organisation de cet événement, ainsi que des textes autobiographiques de Derek Walcott et de C.L. James sont publiés dans ce numéro 2. Le numéro 3-4 que vous avez sur l'image porte sur la créativité littéraire et on y trouve notamment un article sur la littérature des Rastafari, groupe dont la philosophie engagée prend ses sources dans l'histoire de l'Éthiopie et en particulier de la figure de Haile Selassie. Le numéro 5, intéressant effectivement par rapport aux questions aussi contemporaines et aussi d'usage d'un vocabulaire, porte sur la créolisation qui est déjà conceptualisée et analysée en 1971. Donc le terme de créolisation est, dans ce contexte-là, est un terme déjà inscrit dans l'académie. On retrouve dans le numéro 7 et 8 une introduction à la poésie de Derek Walcott et le numéro 9 et 10 est dirigé par Andrew Salke et John LaRose, que j'ai cité déjà en introduction. Et c'est dans ce numéro intitulé « Writing Away from Home » que l'on retrouve plusieurs éléments sur lesquels je vais m'attarder avant de faire un petit détour par le numéro 11-12 et un article sur Édouard Glissant et enfin, évidemment, conclure cette présentation avec Stuart Hall et la question des médias. Cette image est extraite donc de Savaku, comme c'est indiqué. Donc je m'interrogeais en fait sur la question de mettre des noms sur
des visages sur des noms, et c'est aussi les recherches que j'ai pu faire, parce que tous ces gens-là, quand on regarde la revue, on n'a pas les noms, mais on voit les visages. Mais effectivement, c'est intéressant de retrouver aussi toute cette unité qui passe par le portrait photographique, le reportage, et j'y reviendrai en particulier en parlant de Horace Hovey, qui est l'auteur de la photographie que vous avez ici. Écrire loin de la maison, donc writing away from home, c'est une possibilité de créer un renversement du regard et de produire une réflexion où la distance est aussi réelle que symbolique. Andrew Salkey est un écrivain né de parents jamaïcains et qui ont immigré à Panama. John LaRose, originaire de Trinidad, est un activiste travailliste, éditeur et poète, qui a notamment beaucoup travaillé sur le carnaval. Ils sont donc auteurs de livres qui portent sur une historiographie, effectivement, des Antilles et de cet univers caribéen, à la fois sur le récit, la narration, mais également, effectivement, sur cette histoire politique à cette période, donc à ce tournant des années 60 et 70. Salkey est aussi celui qui va, au même moment que Savakou, publier au début des années 70, en Guyane britannique, cette revue qui s'appelle Georgetown Journal. Et juste en parenthèse, entre parenthèses, c'est intéressant de voir que la nécrologie de Salkey a été écrite par Stuart Hall et que la nécrologie de John LaRose a été écrite par Linton Kwesi Johnson. Donc la question effectivement des déplacements et des références et des hommages est aussi constante dans cet univers né avec Savakou. Ce même numéro de Savakou a aussi une couverture différente puisqu'elle a été réalisée par le grand artiste Aubrey Williams, qui pose ici devant une de ses œuvres intitulée Shostakovich Quartet No. 7, qui est l'un des quartets à cordes les plus courts qu'ait créé le compositeur russe, un quartet qui date de 1960 et qui dure 13 minutes. Je voulais proposer aussi cette image pour montrer que les références ne sont pas dans une tautologie culturelle, mais que la question effectivement de l'art circule de façon plus élargie, mais avec néanmoins une référence à cette peinture Atlantic Fire, où la récurrence évidemment à ce drame, disons, de la traversée est présentée. À partir de toutes ces figures, et donc leurs portraits, je le disais, je voulais mettre des visages sur des noms, mais c'était aussi une manière de privilégier, non pas une approche individualisée de la création, mais de comprendre que chacun et chacune articule sa production en fonction de références multiples et que connectées. C'est aussi la façon dont j'ai procédé pour mener ma propre recherche, et c'est ainsi que je souhaitais la partager avec vous aujourd'hui. Dans le numéro 11-12, il y a un article très intéressant de Beverly Ormerod, qui est spécialiste des Antilles françaises et qui porte sur Édouard Glissant. Alors Édouard Glissant, avec Frantz Fanon et Aimé Césaire, est le seul Antillais francophone cité dans les pages de Savakou, ici avec une traduction en anglais de ses textes. Beverly Ormerod écrit « Glissant a toujours vu la négritude en termes historiques, comme un moment évolutif du passé, pas comme un phénomène contemporain. Dans un entretien publié dans Afrique Action, en mars 1961, il affirme « La négritude a correspondu à une situation historique particulière, à une période où, puisque les États africains n'étaient pas encore indépendants, l'activité culturelle des écrivains noirs était simplement une sorte de cri, une âpre demande pour la reconnaissance d'une dignité en tant qu'être humain et artiste. Ce lien à des éditions liées à l'Afrique permet aussi de faire un autre lien avec cet ouvrage de Glissant, Le sang rivé, publié par Présence africaine en 1961. Donc la connexion, effectivement, entre l'espace culturel caribéen et les Antilles, de façon générale, et l'Afrique, est permanente aussi par les réseaux qui se tissent.
Je souhaiterais terminer, comme je l'indiquais, avec une référence au texte de Stuart Hall, toujours dans le numéro 9 et 10, intitulé « Black Men, White Media », en croisant celui-ci avec un reportage photographique réalisé par Horace Hovey, qui est un cinéaste né à Trinidad en 1939 et qui réalise en 1972 un documentaire qu'il intitule Mangrove 9 sur les révoltes de manifestants en Grande-Bretagne violemment réprimées par la police. Sur la page de remerciement de ce numéro, les rédacteurs en chef écrivent nous remercions Stuart Hall, l'écrivain jamaïcain, journaliste et directeur du Center for Contemporary Cultural Studies du département d'anglais à l'université de Birmingham en Angleterre, pour son essai Black Men, White Media, qu'il a écrit et lu lors d'un débat télévisé où il était question des images d'une minorité proposées aux spectateurs et à d'autres publics selon sa représentation dans les masses médias britanniques. L'émission a été diffusée le 5 novembre 1971 sur le programme Late Night Line-Up de la BBC. Hall, lui, propose une analyse cinglante de ces médias. Je le cite, vous avez la citation aussi sur l'écran. « Ma thèse principale est celle-ci. Il y a quelque chose de radicalement faux dans la façon dont les immigrés noirs, antillais, donc West Indians, asiatiques, Asian, Hall fait ici aux Indiens et aux Pakistanais, mais aussi aux Chinois, africains, sont considérés et présentés dans les masses médias. De plus, je ne crois pas que cela ne peut se résoudre que par quelques visages noirs supplémentaires sur l'écran ou par un ou deux documentaires supplémentaires sur le problème immigré. Pas plus que je ne pense que cela puisse être relié à une discrimination banale des questions raciales dans la diffusion télévisée. Les racines sont profondément ancrées dans la structure médiatique même. De fait, autant les bons journalistes que les mauvais, penchant vers la racialisation, sont concernés par les impératifs de cette structure. De façon générale, les médias existent dans une relation très fortement orientée vers le pouvoir et les valeurs établies. Ils favorisent une vue consensuelle de tout problème. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc au milieu des années 70. Ce que propose ici Stuart Hall est aussi l'idée qu'il va continuer à mener jusqu'à sa mort et qui va irriguer en fait les pratiques artistiques contemporaines et les pensées politiques et littéraires et effectivement aussi philosophiques et sociologiques. Dans le sommaire, donc le même, vous voyez, Stuart Hall et Horace Hovey sont à quelques pages de différence, de distance ou de quelques pages. Et on va avoir effectivement juste un portfolio avec des images de cette lutte menée, de ces manifestations qui ont été très fortement réprimées. Et ce sont des images en noir et blanc qui sont extraites donc du documentaire qui a été réalisé. Ce documentaire, on le retrouve sur le site présentant en fait le British Blacklist. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant, l'idée de blacklister en fait et de British Blacklist. Et on trouve donc une fiche sur le film ici. Stuart Hall a aussi été acteur lui-même, tout en étant journaliste, dans le film de Isaac Julien, ici, The Ascendant, qui date de 1993, et Isaac Julien a ses parents originaires de Sainte-Lucie. Cette image est reprise sur la couverture du livre de Stuart Hall, et dans le film de Isaac Julien, pour boucler effectivement ce rapport à l'histoire de l'esclavage, Isaac Julien est en train de regarder ce tableau donc de François-Auguste Billard, où on voit la Seine sur la côte ouest de l'Afrique, et c'est un tableau qui se trouve au British Museum. Je termine avec quelques images pour montrer effectivement comment ce rapport aux médias, puisque c'est par ça que j'ai commencé, et ne pas oublier aussi que la revue en tant que telle est un support de presse,
et permet cette idée de diffusion qui me semble absolument centrale, effectivement, dans sa fonction première. Stuart Hall a commencé par être journaliste et était sur les plateaux de la BBC, et c'est de l'intérieur, d'une certaine façon, qu'il a produit toutes les disjonctions politiques et critiques qui lui ont permis, effectivement, d'écrire ces textes et de devenir une figure aussi importante que la figure importante que l'on connaît. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré cette pensée effectivement en mouvement et cette mobilité intellectuelle, on s'aperçoit, et ça c'est une question ouverte et qui me préoccupe particulièrement, c'est que, et on a pu aussi le voir, je pense, dans les sujets qui ont été travaillés par différentes personnes dans la salle, c'est que ce moment de révolution et de lutte, et qui donne aussi son titre à la fois au projet d'exposition et à ce colloque, cette question de la révolution et des luttes qui sont très spécifiques dans les années 50, 60, 70 ou 60, 70, ces luttes anticoloniales, ces luttes pour la libération des différents groupes, des communautés, est toujours dans une actualité. Et cette question de la récurrence, on oscille entre une amnésie et en même temps un retour vers ces images comme des produits qui permettent de penser le présent. Et dans cet extrait, en fait, que j'ai retrouvé aussi sur YouTube, qui est aisé à retrouver, Stuart Hall est interviewé sur un plateau de la BBC et doit faire des commentaires sur des images de violence qui sont présentées. Mais ce ne sont pas des images de violence des années 70, ce sont précisément, effectivement, plutôt celles des années 80 et après. Donc je vous passe ça et ça sera terminé après. J'aurai juste une phrase à dire. The 70s and 80s witnessed brutal race riots, born of the political tensions of the time. And for one thinker, this was yet another symptom of a real struggle over culture. Stuart Hall was born in Jamaica, and after winning a scholarship to Oxford, went on to make his name as Britain's leading cultural theorist. In the 1980s, more and more schools will be taking in children from diverse family and cultural backgrounds. Miss, look at the cameras, you'll be on television. In 1989, Hall saw hope for Britain's future in the acceptance and celebration of its multiculturalism, as he explained on The Late Show. As we slide out of the 1980s into a new decade, the key question is whether we're moving into new times. Who's going to define the cultural themes of the next 10 years? No one thinks harder about this question than Stuart Hall. You can see the impulse of the British to close in on older images of themselves in order to, tight little island, drawing their suits around themselves, in order to defend themselves against all this otherness that is pressing on them. And then I look at young black and Asian kids in the third generation who've been born here and brought up here, so they're not from anywhere else. And, I just think creatively, culturally, they're just on top of the world. I mean, they don't know where the next meal is coming from, but culturally, they just are enormously in a rich, creative mode. When Stuart arrives in England, these questions of colour and differentiation and difference begin to obsess him. He begins to think, how do I describe myself? What sort of person am I? But of course the idea of culture in Stuart Hall is very, very important because of what he wants to say about multiculturalism and immigrants to Britain. The Britishness that might be forced on them in many cases, as Hall points out, is really a very old-fashioned Britishness. It's the Britishness of empire. It's the Britishness which has nothing to do with these people. At the start of the century, thinkers had fought for a single idea of culture. But by the end, it was as diverse as British society itself. And Stuart Hall made it clear that culture is a constantly changing force.
we don't actually know what we value in culture anymore. Everything's interesting. High culture, low culture, from advertising to pop art to great art. It's all in a kind of mishmash now. But I think that there's a deeper question lying behind your question to me. I think you're asking me, how can people live without, you know, some sense that there's an ultimate truth or an ultimate scale of values? And I don't know, but I don't any longer think that this is just a transitional phase and that we're moving on to some other more settled period. I think, you know, culturally we're in the kind of phase of permanent revolution. La révolution permanente sera ici ma manière de clore cette présentation, mais évidemment pas de conclure, puisqu'il me semble qu'aucune conclusion n'est encore à l'ordre du jour. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Elvan pour cette présentation très riche et pour avoir aussi mis des images en mouvement. Et enfin, c'était particulièrement émouvant, je trouve, le passage avec Brathwaite performant Calypso. Peut-être avant que les micros circulent dans la salle pour les questions, j'aurais une question toute simple pour revenir à la revue. En fait, Savakou, c'est une question qu'on se posait souvent avec Émilie. La question du titre, en fait, du choix du titre d'une revue qui définit aussi un peu une identité. D'où ça vient, en fait, Savakou? Est-ce que tu as pu... C'est l'oiseau. C'est un nom d'oiseau, d'accord. Je suis complètement ignorante de cet oiseau. C'est l'oiseau qu'on voit représenté, en fait. C'est le... non, là, on ne le voit pas. Peut-être tout début. Ouais. Ah non, mais il n'est pas sur les... Il est pas sur les couvertures. Il est au milieu, il est dans les... Si là, on le voit un peu en transparence. D'accord. Voilà. C'est l'oiseau, c'est le nom d'un oiseau. C'est le nom d'un oiseau, ouais, d'accord. Voilà. Mais je n'avais pas cette connaissance. Je vois qu'il y a des micros. Lotte, tu veux poser une question, peut-être? Merci beaucoup, Elvan. Ma première réaction est super spontanée par rapport à ces deux extraits de la BBC, qui, je trouve, illustrent parfaitement justement cette thèse des white media, dont parle Hall, en fait, dans la violence même de ce discours, de ce montage, de Exactement. Cette manière de... Je trouve que c'est assez, par rapport à la présentation d'Annette hier, alors la manière comment on peut travailler avec la musique, avec les images, avec la manière de montrer ou pas des gens, à quel endroit on s'arrête sur des images, ça produit juste le contraire de ce que ça prétend produire. Exactement. Dans la stigmatisation en fait des gens qui sont montrés. Ma question porte sur la question des structures. J'aimerais bien, alors sachant que le Caribbean Artist Movement a été associé très étroitement à cette structure de New Beacon, et que tu parles à un moment donné de présence africaine et qu'il y a un peu une histoire parallèle avec l'importance de cette librairie, association d'artistes, alors du coup une structure qui permettait de se retrouver, de discuter et d'avoir quelque chose qui est aussi autre chose qu'une revue. Et ça me semble rejoindre un peu des questions qu'on pose ici sur l'importance de contre-structure, l'importance d'avoir des ressources et des manières de s'organiser pour pouvoir sous-tendre une sorte de durabilité de structure, de publication, comme des revues qui circulent dans un contexte transnational. Et du coup, je voulais te demander de revenir sur cette... Je crois que c'est en 66 que c'est fondé, New Beacon. Et alors, du coup... C'est contemporain, en fait, par John LaRose et Andrew Salkey. Et Sarah White, non? Sarah White aussi, voilà. Exactement. Alors, du coup, voilà, quels étaient les liens? Et bon, c'est eux aussi qui véhiculent beaucoup Mangrove 9. Et alors, du coup, quels sont les modes de collaboration entre la revue et alors, tu veux dire par rapport à Savakou en particulier ou si tu connais, parce qu'en fait, la question, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est
c'est le retour, donc comme je disais, de Brathwaite, enfin pas le retour, mais il retourne donc aux Antilles, et c'est là où il va choisir de créer Savaku. Et les liens, en fait, effectivement, avec New Beacon, alors là j'ai mis sur l'écran, c'est intéressant, c'est juste une petite parenthèse, je vais revenir, j'oublie pas évidemment ta question, mais en fait, il faut que je fasse une autre enquête, c'est qu'à l'université de Rennes, il y a dû y avoir un chercheur absolument fou de Jamaïque, parce que les livres que je vous présente, c'est des bouquins que j'ai trouvés à la bibliothèque de la fac, et là, en l'occurrence, c'est un livre qu'il a acheté à la New Beacon. Ouais, tu vois, New Beacon Books, en fait, le petit, ça a coûté 2,50 livres. Oui, et là, c'est à l'époque, et ça date de 1971, en fait. Donc, il y a aussi, effectivement, une chose qui circule. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que la question de la structure, c'est des structures très, d'une part, alternatives et relativement... comment dire, mobile aussi. C'est-à-dire, bon là, c'est dans la librairie, mais c'est un lieu d'effervescence très très fort. Et il va y avoir, à l'époque, ce sont les personnes qui participent de ce mouvement donc artistique qui vont continuer à collaborer qui vont être les directeurs de publication ou qui vont être à l'initiative en fait de la revue Savaku. Mais d'un point de vue du coup structurel, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, c'est l'université où il enseigne qui va accueillir en fait Savaku, puisque la Savaku va être lié, c'est un University Journal, donc il y a aussi une question d'académique qui va s'ancrer par rapport à ça, et donc toute l'alternative en fait qui était à Londres, qui était beaucoup plus fluide avec tous ces porosités vont se retrouver inscrites dans un contexte qui va venir confirmer la nécessité finalement de produire cette revue et dans le même temps devenir presque un lieu de diffusion complémentaire pour une aire, disons, comme on dit, enfin je déteste utiliser ça, mais une aire géographique, disons, qui n'a pas, voilà, qui faisait ses allers-retours, mais qui là permet de concentrer d'une certaine façon la réflexion sur le terrain directement antillais. Alors après, au niveau des structures, puisque effectivement le mouvement caribéen artistique, c'est des recherches que je dois encore approfondir, a duré très peu de temps en fait, en tant qu'entité. Voilà, les bandes chronologiques, comme je le disais, c'est 66-72, et après ça se disperse un petit peu. Et puis surtout, la plupart de ces auteurs, de ces écrivains, commencent à enseigner, donc il y a aussi toute la partie pédagogique en fait, ou alors sont inscrits dans des contextes plus activistes, et c'est vrai que cette jonction avec présence africaine, moi ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir la creuser, enfin même avec toi, parce que c'est des éléments en fait, ces déplacements, mais c'est surtout, je pense que cette notion de diaspora africaine et de panafricanisme qui est aussi très très fédérateur par rapport à ça, c'est-à-dire que la figure de James, voilà, et le fait que James après en plus il est arrêté en 52, il se retrouve à Ellis Island, donc ça c'est aussi parce qu'il est arrêté au moment du macartisme. Donc il y a toutes ces figures comme ça qui convergent où la question politique est absolument dominante en particulier. Mais c'est vrai que là pour l'instant, par exemple Aubrey Williams, etc., ce sont des artistes, pour parler par exemple de la peinture ou des arts plastiques ou des arts visuels, qui sont complètement inscrits, enfin qui se sont retrouvés, présentés et médiatisés, si on doit dire, dans des contextes extrêmement différents. Et c'est des contextes après, en Angleterre, il a eu des expositions, il fait partie de la collection de la Tate, etc. Mais ça, c'est encore après. Et c'est vrai que ce moment, c'est un moment qui est à creuser et qui est pour l'instant assez... c'est absolument passionnant en fait. Mais par exemple, moi je ne savais pas que même il y a eu ils ont accueilli à Londres à ce moment-là les militants étudiants africains-américains. Stokely Carmichael était là-bas avec eux pour participer à des performances. Donc il y a eu comme ça, ils ont généré en fait toute cette attention complètement mondiale pendant ce court moment, pendant ces quelques années de passage. Mais c'est des questions qui doivent être encore creusées. Je n'ai pas toutes les réponses par rapport d'un point de vue structurel, mais je pense que c'est effectivement c'est aussi comme je n'ai pas eu l'information, mais ça doit être possible de trouver, de
combien d'exemplaires étaient imprimés. Ça m'aurait beaucoup intéressé d'en trouver cette information. Et je ne sais pas non plus, alors c'était adossé à l'université, j'imagine que le budget était celui de l'université, mais c'est vrai que quand on voit la revue, en fait, qui est une revue très complètement, enfin comme d'époque, enfin je veux dire c'est une vraie revue, c'est pas comme un fanzine ou quelque chose comme ça, et c'est vrai, je pense que ça m'aurait intéressé de savoir à combien c'était publié, parce que la diffusion est complètement différente, quoi. C'est vrai, hein, oui. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être? Moi, un remerciement, voilà, un remerciement quant à ce que tu proposes, et je vois très bien en plus, Elvan, comment, depuis que tu as inauguré ce travail sur les pratiques africaines-américaines et que tu nous as fait connaître en fait en France, ces travaux, je vois comment se déploie ce travail, aussi du côté de la langue et de la poésie et du son, et je voulais t'en remercier parce que justement, toute cette question de la transdisciplinarité, de l'interdisciplinarité, au cœur même de ce qu'on appelle ici l'histoire de l'art, et qui pour moi en fait est une sorte de terme qui nous permet une grande inventivité aussi pour penser le politique et l'ici et maintenant. Et donc je voulais vraiment parce que je vois bien en plus, là c'est énorme les croisements qui s'opèrent d'un point de vue intellectuel entre Haïti, glissant... Voilà. Oui, c'est encore une autre histoire. C'est le temps d'une communication. Oui, voilà. Pour ça, c'est toujours très frustrant, en fait. Voilà. Et la littérature, bien sûr. Bien sûr. Donc de cela, je voulais te remercier. De toute façon, en plus, il faut qu'on continue. Voilà. Ouais, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas très important.